Salut à tous! Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Nico. Salut mon copain. Tout le monde. Bon, alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de Serie A et on va parler de Serie A et Champions League. Aïe, aïe. Là, déjà, ça matche pas trop. Et on va se poser la question de savoir si la Serie A, elle a un problème avec la Champions League et aussi de voir un peu ensemble si les clubs italiens sont dépassés dès qu'ils arrivent en Ligue des Champions. Donc, pour ce petit live, les copains, comme d'habitude, hein, hésitez pas, si vous êtes là, si vous voulez participer, envoyez vos messages, likez, partagez, abonnez-vous. On a besoin de ça pour faire grandir la chaîne et c'est ce qui nous donne aussi plus de motivation. Bon, mon copain, toi, si je te dis Serie A, problème avec la Ligue des Champions, tu valides ou pas? Bon, même si je connais un peu la réponse, mais vas-y. Bah, malheureusement, oui, très fort, hein, très très fort. On en parlait. C'est marrant qu'on fasse ce débat en plus maintenant parce que ça avait été un sous-débat du dernier rendez-vous FC Copain dont j'avais participé, où on parlait justement de l'état de santé de la Serie A aujourd'hui. Est-ce que c'était la pire des 10 dernières années, etc. Exactement. Et donc, en fait, c'est dans la continuité, clairement, oui. Oui, oui, oui. Il y a un souci, et un souci qui s'explique. Je suis là. Je suis retourné voir ce que j'avais mis de côté déjà pour le dernier débat. Et en gros, tu peux juste les réadapter, notamment liés à l'attractivité, rayonnement national et international de la Serie A, l'état de santé global de la Ligue, voire même de la Fédé, et la qualité, modernité du projet de jeu des candidats au titre, et donc du coup de ceux qui vont en Coupe d'Europe. Bah voilà, en fait, quand tu fais ce constat-là, bah, effectivement, tu te rends compte que c'est difficile pour les équipes italiennes d'être compétitives, notamment en Ligue des Champions. Même en Europa League, hein. Je pense que tu peux même redescendre d'un cran. C'est difficile, hein. C'est difficile. Alors oui, bon, il y a Peut-être des l'AS Roma. mais l'AS Roma qui en Europa League est peut-être un tout petit peu différent du contexte que tu décris. bien sûr. Euh, Peut-être que la Roma peut être la bonne surprise avec en plus un Gasperini qui est là. Bon, tu vois, on s'accroche un peu à ce qu'on peut hein. En ce moment niveau Serie A, il n'y a pas grand-chose. Et si tu descends encore plus à l'étage inférieur, la Fiorentina, ça paraît compliqué vu la saison qu'ils sont en train de faire. Voilà. Donc, on va être clair, ça commence mal sur l'évaluation de, enfin pour on va dire voir les côtés positifs de la Serie A en Champions League. Ce que tu essaies de me dire, c'est que tu avais déjà un peu tout prévu et que t'es pas très étonné de voir ce que tu as vu hier avec la Juve et l'Atalanta. Mais oui, mais malheureusement, c'était triste, hein. Je le déplore plus qu'autre chose, mais malheureusement, voilà, depuis, alors on avait parlé, on n'est pas tous d'accord ici sur la chaîne, mais on dit que c'est quand même à peu près autour de 2020 que on a eu de nouveau une espèce de chute du niveau du championnat italien, avec, bon, alors, surtout moi qui avais mis ça en avant, mais je crois que tu étais plus ou moins d'accord qu'il y a eu quand même un joli tir nouveau autour des années 2015, avec des choses qui avaient été intéressantes et qu'on peut mettre en Ah avant, oui. quoi. Pas Bah, et comparer à puis même, 2010, quand même. tu regardes à cette période-là, mine de rien, la Juve sur la scène européenne est plus importante. Elle fait deux finales en 2015 et 2017. Donc on est sur une période où, mine de rien, c'est un peu mieux. Maintenant, voilà, si je me fais un peu l'avocat du diable, l'Inter, ça fait deux finales en 3 ans aussi. Non, mais très bien, très très bien. Ça, on va dire que c'était un petit peu c'est l'éclaircie des dernières années, mais en fait, c'est pas forcément linéaire. C'est un petit peu en dents de scie. Mais quand on dit depuis 2020 ça va mal, c'est pas c'est redevenu de 0 à 2020, c'est que ça n'a fait que redescendre depuis 2020. Tu vois, c'est un petit peu ça que la courbe que j'essaye de mettre en avant là. Donc effectivement, dans cette fameuse déclinaison un petit peu là où tu sens que justement le championnat italien il retourne dans une phase où il est encore moins compétitif vis-à-vis des autres top championnats. Mais en Mhm. fait, oui, c'est ça. Tu as toujours l'Inter qui s'est accroché ces dernières années, mais qui a fait partie de cette descente parce que l'Inter, c'est ça, depuis peut-être 2022, est de moins en moins fort pour moi. Donc, bon, c'est compliqué. Après, on peut débattre là-dessus, mais de toute façon, au niveau global, si on prend vraiment global, sans parler que de l'Inter, bah, c'est un constat qui est un peu accablant. Moi, j'étais allé loin. Beaucoup m'ont dit que j'étais allé même trop loin dans le dernier débat, parce que j'ai même dit attention, il est possible que
pour la première fois depuis, je sais même plus 50 ans ou quoi, il est possible de ne pas avoir de club italien en huitième. Bon, alors beaucoup m'avaient dit, non mais n'importe quoi, l'Inter sera top 8, la Juve va passer tranquille les barrages normalement, le Napoli va se qualifier. Bon, Constater que là, c'est en bon, train. Là, j'avoue, mon copain, là, t'es en train de nous jouer Nostradamus. Et là, si tu valides la prédiction jusqu'au bout avec l'Inter, ce qui voudrait dire encore, là pour le coup, un véritable flop, parce que ça serait énorme, hein, c'est Bodo mais Glimt en fait. Donc là, c'est niveau supérieur. Et là, comme tu l'as dit, si t'as pas de club italien en huitième de finale de la Champions League, c'est une photographie que tout le monde va encore avoir. Et ça montre aussi réellement, voilà, le niveau des clubs italiens en Ligue des Champions. Donc maintenant, moi, j'essaye un peu de voir ça avec toi. Pour toi, c'est vraiment quoi? C'est la perte, on va dire, économique, parce qu'il faut être très clair que depuis plusieurs années, la Serie A est moins importante sur, on va dire, sur le budget des grosses équipes et sur l'attractivité. Est-ce que c'est après, sinon, l'attractivité, ou est-ce que c'est un peu ce qu'on a pu dire aussi, c'est-à-dire des discours de coach qui sont pas ou peu ambitieux et pas donc en accord avec le football en Champions League qui demande intensité, énergie et ambition. on y reviendra en détail hein, sur chaque point, mais pour moi, c'est tout cumulé. C'est tout cumulé. C'est le froid. Pour Ça toi, fait une c'est le. espèce d'énorme. Ouais, ça fait une espèce d'énorme boule de neige, tu vois. Et c'est que des points d'étape. Ça montre l'inertie, en fait. Alors, je pense, et notamment parce qu'ils sont tombés sur Bodo Glimt, que ça va aller pour l'Inter. Je pense aussi. Je pense. Voilà. Ok, Bodo Glimt a montré qu'ils étaient capables contre des grosses équipes, notamment chez eux, d'être performants. Ok, il n'y a pas de souci. Mais sur les deux matchs comme ça, donc c'est moins piège, je vois quand même Inter se qualifier. Mais ça voudra quand même dire que sur l'ensemble des clubs italiens, eh bien, il n'y en a qu'un seul qui passe en huitième en passant par les barrages. Tu vois, donc en fait, on est de point d'étape en Ouais. point d'étape. Déjà, je me souviens, donc c'est ça, aux alentours de, donc c'est ça bascule 2020, il y avait plusieurs fois où tu n'avais plus eu de club italien en quart de finale de Ligue des Ouais. Champions. Et en C'est fait, ça. c'était devenu presque anodin. On n'en parlait plus. Je crois que la première fois que c'est arrivé, c'était au cours des années 2010, justement. Et puis tout le monde disait, ah voilà. Et puis en fait, c'était devenu presque pas normal, mais en tout cas compréhensible. Et en fait, tu vois, nouveau point d'étape. Ok, il va en avoir un en huitième, mais peut-être de manière un peu complexe et qui sera passé par des barrages. Tu vois, on continue d'être sur une inertie Ouais. négative. Donc ça fait Ah oui. peur. Ah ouais, c'est ça. Et en plus, si on va plus loin, l'Inter, si ça passe contre Bodo Glimt, euh, c'est soit le Sporting, donc là, pour le coup, il y a match, soit Manchester City. Oui, voilà. Et là, on verra, mais même si on n'est pas sur le meilleur Manchester City Je suis totalement de d'accord ces avec toi. dernières années, pour Je moi, suis on n'est pas d'accord. non plus sur le meilleur Inter de ces 5 dernières années. Eh, Donc, c'est exactement ça. Et en plus, vu qu'ils sont pas tête de série, ils auront le retour là-bas. J'ai c'est envie peur. de te dire que ça sent pas très très bon. On a fait le débat il y a quelques jours avec Alex, supporter interiste, sur la chaîne. Bon, il était moyennement chaud sur la perspective de jouer City, même si je suis d'accord avec toi, c'est pas le meilleur City de ces dernières années. Mais voilà, sur les forces en présence, il y a de quoi un peu s'inquiéter. Donc, ça pourrait, même si ça validerait pas toute ta prédiction avec zéro club en huitième de finale, dès les huitièmes de finale, on pourrait très bien faire tomber le rideau de la Serie A et donc plus de clubs à partir des quarts de finale de la Champions League. C'est quand même un signe fort, en fait, du déclassement, mine de rien, de la Serie A. Enfin, là, c'est même plus juste des chiffres et des coefficients et tout ça, parce que ça aussi, on peut en reparler. Mais Ah c'est oui. que c'est que véritablement, là, tu passes au second plan. Parce que, on va être très clair, tout le monde suit la Champions League, les premiers tours et tout ça, mais on s'y intéresse véritablement à partir des matchs à élimination directe et encore plus quart, demi et finale. Donc, s'il y a aucun club italien dans cette échéance, ouais, le déclassement, il est quand même violent pour moi. Ah, bien sûr. Et tout ça, ça a en lien avec tu sais, les espèces de 3 4 points là, que je t'ai mis en avant. Et le premier, pour moi, c'est l'attractivité, rayonnement national, international, parce qu'en fait, effectivement, la Serie A attire de moins en moins. On voit et c'est en lien aussi avec la qualité des effectifs des équipes dans la course au titre et donc celles qui vont en Ligue des Champions. Il y a de moins en moins de stars.
Alors oui, effectivement, ça fait longtemps que la Serie A aime beaucoup prendre des joueurs un peu vieillissants, des stars un peu vieillissantes, etc. Mais on va de plus en plus dans le jusqu'au boutisme de ça. Bon, on recrutait les joueurs à 28, 29. Maintenant, c'est à 36, 37. Tu vois, Ah bon, ouais. voilà. Donc très bien. Top joueur au poste, bah, de moins en moins. Pareil, dis-moi peut-être un des top 9 européens. Je suis pas sûr que ce soit en Serie A. Un des top, enfin, tu vois. C'est compliqué. Et pareil, on en avait parlé aussi pour la Serie A, mais du coup, c'est en lien avec l'Europe. Classement au Ballon d'Or. Bah voilà, McTominay, super. Il a été éliminé en phase de ligue. Donc, enfin, tu vois, on en est là aussi. Donc, tout ça, donc ces deux premiers points cumulés. Et je te laisse après si tu veux aussi ajouter un truc là-dessus. Mais déjà, sur ces deux premiers points cumulés, ça explique aussi pourquoi il y a de moins en moins de clubs italiens qui sont en capacité de performer en Ligue des Champions, quoi. En fait, je vais juste rebondir sur un truc sur l'attractivité. Moi, ça me marque, enfin, ce qui m'a marqué hier, quand je vois la Juve, alors après, peut-être que je suis un ancien et que j'ai encore tendance à penser que la Juve est une grosse équipe, une grosse écurie européenne, même s'il y a beaucoup de défaites en finale de Coupe d'Europe, mais ça, c'est un détail. Quand je regarde l'effectif et que je vois ce qui est aligné hier sur le terrain, pour moi, la baisse d'attractivité, elle se lie là-dessus, en fait. Elle se lie parce que l'équipe, en soi, je dis pas que c'est des pompes à vélo à chaque poste, loin de là. Mais on est clairement sur une équipe qui peut pas figurer plus loin que les quarts de finale maxi. Enfin, vraiment, il y a des joueurs moyens quasiment à chaque poste. Pour moi, c'est pas da Juve, tu vois, Ah non, non, c'est non, tu regardes ne serait-ce que New, j'allais dire il y a 15 ans, mais même moins, peut-être même juste que 10 ans, ah ouais, qui serait titulaire de l'effectif de la Juve d'aujourd'hui dans la Juve d'il y a 10 ans? Ils disent certainement ouais, aura un ouais. rôle à jouer. Certainement. Ils disent aura un rôle à jouer. Après, Il est même pas titulaire. Je pense que même pas, il est même pas titulaire avec quand tu as les époques Pirlo, Pogba, Vidal. Je pense que Kinan, je l'aime beaucoup, mais je pense qu'il aurait fait les fins de match, tu vois. non, Mais ouais, donc c'est un vrai constat. C'est un vrai constat, hein. Mais Là-dessus, je te là, rejoins. là, pour moi, cette baisse d'attractivité, c'est aussi parce que la Juve dépense sur le mercato. Alors, OK, peut-être que c'est moins, il faudra regarder dans les détails, peut-être qu'il y a moins d'investissements qui sont faits, mais quand même, le budget reste quand même important. Il y a des joueurs qui arrivent et quand tu vois, je te dis, la qualité globale et quand tu regardes l'effectif avec Galatasaray, parce que là, mine de rien, c'était un peu le match d'hier, bah, tu regardes Galatasaray, alors OK, pareil aussi. Il y a des postes aussi où il y a des joueurs, je sais pas, je suis pas spécialiste turc, je me dis que oui, point d'interrogation. Mais dans la Juve, j'en vois aussi des points d'interrogation. Et quand je vois qu'en fait un McKennie, par exemple, bah, c'est quasiment le joueur phare de ce début d'année 2026 à la Juve, je veux pas manquer de respect à McKennie, tu vois, c'est un joueur qui semble progresser. Mais si c'est ton joueur phare là pour aborder un barrage de huitième de finale, ouais, c'est vraiment que l'attractivité, elle est vraiment descendue quand même. McKennie, c'est un bon petit joueur. C'est un joueur qui est talentueux, mais de là à être une bandière, tu vois, de la Juve, bon, au secours, quoi. Non, peut-être pas. Mais même, tu vois, on va aller même plus loin. Euh, donc, tout le monde a parlé de ça, parce qu'évidemment, quand on pense Juve Galate, c'est évidemment le match sous la neige, etc. Ouais, bah oui, oui. Voilà. Et donc, en fait, déjà à cette époque où tu avais quelques stars, mais vraiment vieillissantes à Galatasaray et tout, ça avait été quand même vu comme un séisme en Ah oui. disant, ah, vous vous rendez compte, un club turc est en capacité d'éliminer la Juventus et tout. Et là, franchement, quand tu regardes ce qui s'est passé hier, alors ok, ça choque, mais ça choque plus parce que la Juve s'est pris 5 buts, parce qu'elle a perdu, en fait. Tu Ah vois? oui, parce que Et si quand tu elle perd regardes. là, si tu as le même, je te coupe juste, mais si tu as le même 1-0 qu'il y a comment, je sais pas, 7-8 ans, mais honnêtement, enfin, oui, ça fait 2 lignes dans le texte. Là, ça choque plus parce qu'il y a les 5 buts. Tu as raison. C'est ça qui Et c'est ça. interpelle. Et bien sûr, et donc tu as ça déjà, qui moi pour moi est un indicateur du déclassement de la Serie A. Et de deux, quand tu regardes la différence d'effectifs, donc je sais plus, je crois que c'était 2013, 2014, je me souviens plus exactement, la différence d'effectifs entre les deux équipes aujourd'hui, bah, je te jure Ça qu'aujourd'hui, le 11 type de Galatasaray, tu mets Galatasaray en Serie A, je crois qu'ils sont bien classés, hein.
Je pense qu'ils sont bien classés. Il y a Hein. un match avec la Juve. T'es obligé de Non, mais voir qu'il y a ils un match sont bien avec la classés. Juve Hein. parce que sur les individualités, ouais, franchement, ça peut regarder la Juve dans les yeux. Et vu que le collectif, même si Spalletti a réussi à améliorer quelques trucs ces derniers temps, après, c'est pas un magicien non plus, tu vois, on l'a dit. Mais grand L'effectif respect à Spalletti, est Spalletti tout ce moyenne. qu'il peut. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je crache pas forcément sur Spalletti, même si on sait que dans des contextes difficiles où il n'a pas Mmh, forcément les joueurs qu'il veut pour son schéma tactique préférentiel, d'accord. il va être en difficulté. Et c'est aussi pour ça qu'il avait eu des soucis en équipe d'Italie. Alors qu'à Naples, il avait été dans un fauteuil parce qu'il a eu la chance, entre guillemets, même si beaucoup de mérite lui revient, mais il a eu la chance d'avoir les joueurs pile, les profils pile pour le schéma qu'il adore. Donc bien Exactement. sûr, mais dans un autre sens, on ne peut pas non plus que tomber dessus lui. Quand tu regardes la qualité d'effectif, et moi, mais vraiment, allons plus loin. Simon, est-ce qu'on a un 9 en Italie de son niveau? Bah, tu vas sortir forcément un Lautaro Martinez parce que Bien t'es sûr. par la force de l'habitude. Mais c'est par la force de l'habitude et que lui, c'est limite une anomalie qu'il ne soit pas parti déjà depuis quelques années de la Serie A. Donc, ok, tu vas avoir Lautaro Martinez, mais après, sinon, tu vas avoir aucun joueur confirmé. Tu vois, confirmé au haut niveau. Donc oui, tu vas avoir des mecs qui vont bien performer, mais t'as aucune garantie là pour justement pour ces matchs coup près, Ligue des Champions un peu plus. Ouais, tu les as pas ces joueurs-là. Donc ça montre bien que ouais, l'attractivité et donc derrière la compétitivité, elle va forcément être impactée en fait. C'est obligé en fait. Mais même, tu vois, alors là, je l'ai fait d'une manière un petit peu ostentatoire en sortant, tu sais, un joueur star, Osimhen et tout, mais même si tu creuses Davinson Sanchez, en vrai, pareil, titulaire dans beaucoup de clubs de Serie A, et notamment des clubs du haut de tableau, sans aucun problème, c'est un très bon défenseur. Enfin, tu vois, on peut aller loin hein, dans la comparaison, hein, et c'est des choses qui n'étaient pas possibles de faire, vraiment en termes de comparaison pure. Il y a de ça, ouais, plus de 5-6 ans. C'était pas envisageable. Maintenant, bon, bah, la Juve va certainement sortir contre Galatasaray. Bon, on va dire que ça va émouvoir les anciens du Calcio et quelques personnes qui sont un peu nostalgiques de cet ancien temps-là. Mais sinon, en fait, enfin, tu vois, en fait, le souci, c'est ça. En fait, et c'est le signal d'alarme le plus fort, et c'est pour ça que moi, j'avais vraiment appuyé sur ça sur le dernier débat, c'est que il faut pas tendre vers une espèce d'anonymat du championnat italien, vers une espèce de, tu vois, parce que là, ce serait le pire, en fait. Ah Tu vois, non, ce serait mais le pire. pas tendre vers ça, je suis d'accord avec toi, mon copain. Le seul souci, c'est que là, on est ramené en fait à une réalité euh, qui te fait comprendre que si la Serie A, elle est déclassée et que là où tu vois peut-être il pourrait y avoir comment te dire l- possibilité de colmater un petit peu l'écart. C'est dans le style de jeu en fait des clubs de Serie A. Et J'y là, ouais. en fait, c'est là on va dire, on termine le dossier avec, bah, en plus, c'est peut-être dur, mais on n'a pas le jeu. Les clubs italiens ont pas le jeu adapté pour l'intensité de la Coupe d'Europe. Ou alors, s'ils l'ont, ils vont l'avoir que par séquence. Et donc, par séquence, très bien. Match de Ligue des Champions, frérot, c'est 90 minutes. Et si t'es pas au taquet pendant les 90, mais ton adversaire, il te plante. C'est obligé. C'est ça le très haut niveau. Et donc, comme t'as pas l'attractivité, donc la compétitivité, et qu'en plus, tu mets pas l'intensité dans les matchs, les gars, compliqué là. Ah, mais exactement. Moi, j'ai trois trucs à dire vis-à-vis de ça. Avant, j'introduirais le fait de parler tu sais, de qualité, de modernité des projets de jeu Mais avec ça, l'état de santé global, tu sais, avec l'état de santé global de la Serie A, parce que en gros, bon, t'as plus d'argent, il y a plus de sous, c'est compliqué. Les seuls fonds d'investissement étrangers qui sont risqués un peu en Serie A, qu'ils soient asiatiques ou américains, avaient tellement une vision culturelle du football catastrophique que ça a entraîné un de la décalage. gestion de Et en club. vrai décalage. Et en vrai Voilà, décalage avec avec l'histoire du calcio et avec c'est ça, l'histoire du football en c'est ça. Italie. Ça a entraîné du coup des pertes financières pour eux qui du coup après ont stoppé les vivres et donc du coup ça a occasionné des mauvaises périodes de recrutement dans un contexte où en plus on a fait de très mauvais choix sportifs, plein de clubs. Hein. Donc en plus tu as ça. Donc en fait tu n'as plus d'argent. Qu'est-ce qui te reste? Des idées, normalement. Normalement, le football Normalement, c'est ça. italien. Normalement, Non, mais non, d'accord. voilà. Normalement, le football italien, en plus, on est connu, les meilleurs entraîneurs du monde, machin. Ok, vas-y.
Eh ben, allons-y. Alors, sauvons-nous avec, tu vois, on va dire ce qui fait un petit peu l'identité du football italien, les idées tactiques, etc., machin. Sachant qu'en plus, tu peux même pas la faire à l'espagnol, les Espagnols, quand ils étaient au plus mal, leur football, là, tu sais, on va dire Ouais, fin des années 2000, là, ouais. enfin, plutôt années 2000, début des années 2000. Et ben, du coup, qu'est-ce qu'ils se sont fait en disant, bon, on repart de zéro. Ils ont fait, effectivement, on a dit, allez, on va travailler un peu tactiquement et on va utiliser nos jeunes, les centres de Ah formation. oui. Ben, l'Italie peut même pas le faire parce que, ok, cette culture tactique, mais t'as pas du tout la culture en tout cas, tu l'as plus, et je sais même pas vraiment si tu l'as vraiment eu parce que t'as eu la chance d'avoir un bon vivier sans faire grand chose, je pense, notamment dans les années 90. Mais là, maintenant, tu n'as même pas cette culture de sortir des jeunes du centre de formation, d'aller chercher les pépites, de bien former tes jeunes. Donc vraiment, t'es à poil. T'es à Ah poil oui. parce que t'es à poil, vraiment, puisque t'as pas bossé, t'as très mal géré ta transition Et époque c'est ça. d'or du football Tu ne peux italien. pas montrer juste ça t'as pas d'argent, puisque comme tu viens de le dire, en fait, les idées, en fait, les bonnes idées et travailler un minimum consciencieusement, honnêtement, ça peut déjà t'éviter d'aller acheter, comme on l'a dit tout à l'heure, des joueurs vieillissants qui, clairement, viennent juste là enfin, pour l'expérience Serie A. Mais vraiment, tu peux pas compter sur eux sur la durée et on va dire le niveau de performance. Bon, bah, on fait souvent, sur la chaîne à son prime, tu choisis qui? Bon, clairement, les joueurs, ils arrivent jamais à leur prime, en fait. Là, dans ce niveau-là et donc on en revient à la même chose. En Ligue des champions, tu as besoin, même si des collectifs sont capables de pouvoir aussi, machin, tu es aussi rattrapé par ces individualités et si en plus, comme tu le dis, on va dire l'innovation tactique et le fait de se creuser un petit peu les méninges et d'arrêter, d'utiliser les vieilles recettes, c'est pas utilisé, bah, pareil, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. En fait, je vois pas réellement une avancée et là, si je vois un tout petit peu plus loin en me disant: «Bah, alors attends, l'année prochaine, qui pourrait arriver en Serie A en Ligue des champions, comme club de Serie A?» Je vais pas te dire que voilà, il va y avoir Massimo Allegri. Bon, voilà, c'est bon, je vais m'arrêter là parce que ça va être le même débat qu'on va pouvoir faire l'année prochaine parce que on va avoir exactement les mêmes types de trucs. Donc là, en plus, si j'ajoute, pour être encore plus catastrophique, mais c'est que à force de renvoyer ce type de spectacle, d'avoir la compétitivité qui se barre, mais les droits TV, ils vont chuter, mais de dingue en plus. Déjà, à l'international, je crois que les droits télé, c'est pas brillant, là, sur le dernier appel d'offres. Donc, oui, Hein, alors, mais ça se vendra toujours en Italie parce que ça restera toujours des amoureux de Calcio. Et encore, je crois que c'est pour la première fois depuis des années, il y a une petite inflexion, même au sein même du pays, tu vois. ouais, ouais, ouais. Sur les droits à l'international, ça va être de pire en pire. Et en plus, ça fait chier. Moi, ça me gonfle. Et comme toi aussi, je sais, parce qu'on a longtemps fait partie de ces gens qui ont défendu la Serie A quand elle était, j'allais dire calomniée, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout Non, cas, mais quand elle était bâchée. injustement mis au banc, tu vois, avec ouais, Voilà. mais de toute façon, on sait très bien, la Serie A, c'est un championnat où ça marque pas, c'est du catenaccio et ceci, et tous les poncifs qu'on a pu avoir, où vraiment, il y avait cette période-là, comme tu as dit, 2000, allez, de 2015 à 2020, où quand même, tu vois, il y a des trucs qui sont, qui sont testés, il y a des, et là, comment tu vas arriver à défendre, en fait? Là, ça Non, mais ouais, devient, c'est un but contre son camp monumental en fait, parce que du coup, bah, même tes plus grands défenseurs, ils savent plus quoi dire, parce que en fait, bah, ils peuvent plus avoir raison, quoi. Donc c'est catastrophique. Et donc du coup, cet état de santé global qui amène normalement à ce que tu aies des bonnes idées, parce que c'est censé être ton identité culturelle footballistique, et ben même là, on est bloqué 20 ans en arrière. Et en plus de ça, le côté chauvin italien, là, il se met en avant dans le mauvais sens. Parce que au lieu d'être bon bah on est piqué au vif et on va bosser et tout machin, bah là c'est on a un côté un peu réactionnaire en disant non non, on va vous prouver que nos anciennes idées c'est dans les meilleurs des vieux pots qu'on fait les meilleures confitures et les machins et on s'entête à faire des trucs mais tactiquement qui se voient plus depuis mais je sais pas tu vois des trucs de fou. ah Donc oui. c'est clairement en fait c'est clairement un nivellement par le bas alarmant et c'est chiant parce que du coup si t'as même plus ça t'as plus rien. Honnêtement tu n'as plus rien parce que au moins si tu avais à peu près ça tu arriverais peut-être à mettre en avant des joueurs, des équipes, etc., qui te permettraient à la limite de vendre un peu plus, du coup de te refaire un peu de sous, de te refaire un petit peu une vitrine particulière, etc. Tu sais, c'est des petites choses. On parlait
de boule de neige, on va dire, descendante, bah, là, du coup, pour remonter, on va dire, une espèce de, en tout cas, une espèce de vision positive de la Serie A, et ben, il te faudrait justement plein de toutes ces petites choses-là. Et ça existait, mais pas assez. Tu vois, typiquement, alors beaucoup parleront de l'Atalanta, là, je pense, mais bah, l'Atalanta, là, c'est quand même pas top. Mais certains parleront de Bologna aussi, ce qui a été fait avec Thiago Motta, de Com. Ça, c'est bien. C'est toutes petites choses qui survivent. Et encore heureux, parce que t'as plus ça, bah, c'est En fini, fait, t'as plus mais rien. le problème, c'est que c'est des épiphénomènes. En fait, Ouais. c'est que c'est des épiphénomènes où tu peux te dire, bah, par touche, ouais, ok, ça peut être intéressant. Tu vois, le Bologne de Italiano aussi, c'était intéressant aussi. Et puis, bah, derrière, bah, il y a l'enchaînement. Et puis, bah, on en revient à la même chose. Compétitivité, intensité, approche des matchs. Et puis même, on va dire, les entraîneurs un petit peu, comment te dire, un peu hype. Bah, regarde, tu as vu comment Thiago Motta, il s'est fait bouffer aussi. Et par ses idées, il a pas pu aller jusqu'au bout de ce truc-là. Et derrière, on connaît aussi cette fameuse pression du résultat en Italie où dès que tu vas commencer à enchaîner plusieurs résultats négatifs, bon, bah, très clairement, ta Tu peux nouvelle rien méthode construire. et tes Tu nouvelles peux rien idées, construire. Bah oui. donc c'est en ça, en fait, c'est en ça que c'est vraiment là, on est, on est quand même vachement alarmiste depuis le début, mais c'est parce que c'est une réalité, en fait. Quand on additionne les, les soirées de Ligue des Champions des clubs de Serie A, franchement, il y a quand même peu de réjouissance. Et là, Et ok, si on met, enfin, je te coupe juste parce que là, je rebondis par rapport à ce que tu viens de dire, qui est totalement vrai. Tu te rends compte que moi, j'ai même vu, et pas que des gens random, des supporters et tout, j'ai même vu des chroniqueurs, des spécialistes se réjouir du match du Napoli contre Chelsea, qui est un match perdu à domicile, hein, je le rappelle, hein, ouais, au cas où, hein, parce que, ah, mais en fait, ils ont montré que, notamment Conte, que les équipes italiennes pouvaient rivaliser avec l'intensité des équipes de première ligue. Ah, super, merci. Bah, t'es éliminé de la phase de ligue, donc merci. Mais en fait, pour aller loin, un peu plus loin dans cette analyse-là, avec cette espèce de complexe d'infériorité par rapport à la première ligue. Et ça, ils ont parfois raison de l'avoir, notamment en termes d'intensité dans les matchs, parce que capacité de le mettre dans ton championnat. Mais ok, oui, Conte fait partie de ces entraîneurs qui, notamment entraînent en première ligue en plus, donc mhm, ont la capacité peut-être avec certaines équipes de mettre en avant une intensité de jeu, de mettre en place une intensité de jeu dans sa stratégie tactique sur certaines phases contre certaines équipes. Ok, exactement. très bien, c'est vrai. Mais tout ça, ça reste défensif. Parce qu'après, offensivement, qu'est-ce qui se passe? Rien. Donc, ok, c'est intéressant. C'est vrai que quand tu regardes le Naples-Chelsea, Naples a posé des problèmes dans le pressing, dans la structure défensive. A répondu présent. Il y avait match. Je suis d'accord avec toi, Ça, il y c'est avait match. sûr. Il y Ça, avait c'est match. bien. Ça, c'est bien. Ah bah très bien. Bon, t'as quand même perdu. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est à quel moment tu fais match nul contre en fait, Copenhague contre l'Eintracht. Enfin, tu vois, des équipes qui sont alors qui sont soit pas du tout dans des bonnes dynamiques dans leur championnat, ou encore qui sont en trêve hivernale d'un championnat mineur, qui n'ont pas joué depuis un mois, et tu ne, enfin, tu ne, enfin, comment tu leur mets pas trois buts en fait. Donc ok, très bien, tu es capable de mettre de l'intensité et on va dire une rigueur un peu physique, défensive, bref, en tout cas de répondre présent physiquement contre des grosses équipes, ok, très bien. Mais en fait, c'est que j'allais dire que ce n'est que la moitié du boulot, mais dans ma Ah, vision du football, ce n'est que le c'est- tiers du boulot. ouais, Tu vois, le reste ouais, derrière, ouais, c'est ouais, que t'as raison, faut que t'as tu ailles raison. construire, faut que tu ailles élaborer un projet de jeu offensif, ambitieux et tout. Ouais, ouais, très bien, t'es allé, ok, ça marche, tes lignes, elles étaient assez proches, t'as mis du pressing, ils avaient du mal à ressortir le ballon, et derrière, t'en as fait quoi en fait? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Donc, nous nous réjouissons pas de ça. Enfin, en tout cas, pas seulement. En fait, c'est limite, en fait, on va dire ce que tu décris, on va te dire c'est la base qui est mise, mais c'est quasiment ça. C'est-à-dire en Ligue des Champions, ok, tu as mis l'intensité défensive nécessaire pour ce type de compétition. Très bien. Ok, mais on va dire c'est un peu oui, comme je dis, c'est les basiques. Maintenant, derrière, un match de foot ne se gagne pas avec ça. Ou alors, Il se perd pas. À la limite, c'est tout. Il se perd pas. Denis, tu peux ne pas voilà, perdre. ne se Voilà. perd pas, mais à un moment, c'est une lapalissade que je vais sortir, mais il faut marquer un but de plus que l'adversaire pour gagner le match. Donc ça veut dire qu'à un endroit, cette intensité que tu mets dans le secteur défensif, il va falloir aussi que tu la mettes au milieu, en attaque et plus globalement dans ton approche.
en fait, justement de ces phases de transition ou peut-être de ces momentum de match que tu peux sentir. Mais sauf que si à chaque fois, moi, c'est un peu la sensation que j'ai vue après, parce que là, tu prends l'exemple de Conte, des matchs du Napoli de cette saison en Ligue des Champions, ouais, dès qu'il a fallu, on va dire, être un peu plus audacieux, et ça bloque, quoi, parce que soit les joueurs sont pas habitués à avoir ce type de confrontation en match, en Serie A, et donc bah ils sont un peu perdus. Est-ce que l'adversaire aussi, parce que c'est une réalité, ça travaille bien aussi dans tout un tas d'autres championnats, donc on regarde et on étudie aussi un peu l'adversaire. Donc le Napoli, bah, comme n'importe quel adversaire, si tu l'étudies, tu vois vite les points forts et les points faibles. Et que à l'inverse, j'ai la sensation qu'en fait en Italie, pareil, là où les datas sont vachement importantes, les statistiques sont vachement importantes, j'ai l'impression que pareil en Italie, on n'a pas réellement pris la mesure de ça. Et que, comme tu l'as dit tout à l'heure, les bonnes vieilles tambouilles qui existaient il y a 10, 15, 20, 30 ans, ça fonctionnait. Bon, il n'y a pas forcément besoin. Bon, on va mettre un petit GPS une fois de temps en temps, histoire de. Mais par contre, véritablement travailler là-dessus et travailler sur le profil de l'adversaire, ouais, j'ai la sensation, encore une fois, que c'est pas fait. Alors, pas pour tous, faut pas généraliser. Il y a des contre-exemples, mais en majorité, là, on voit bien les approches de tous ces coachs-là en Ligue des Champions, ça se frite à un moment donné à un mur, en fait. Parce que cette fameuse intensité, cette fameuse audace et tout ça, et tout ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, bah, ils se le prennent dans la face, les clubs italiens. Ouais, ouais, et moi je trouve les équipes italiennes de plus en plus passives. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, les styles de jeu plus proactifs et tout, je les perçois plus. Alors effectivement, il y en a. Ok, Inzaghi c'était intéressant à l'Inter parce que lui c'était un peu un système hybride, c'était un peu une équipe qui était capable de tout faire, donc c'était intéressant parce que c'est assez rare des équipes qui sont capables de faire ça. Inzaghi? Inzaghi? Oui, Ouais, ouais, je suis d'accord. oui, oui. En fait, Donc c'était c'est c'était c'est le intéressant. seul, c'est le seul pour lequel j'allais te dire, putain, ouais, quand même, peut-être l'Inter, on peut les mettre, et tu l'as précisé de base. Oui, non, mais c'est ça, c'est pour te dire que lui, au moins, et même si j'étais pas forcément fan à chaque fois de comment jouait l'Inter, notamment contre des plus petites équipes, etc., au moins c'était un rouleau compresseur, au compresseur, tu voyais ce qui était mis en place, il y avait un Exact. vrai parti pris sur le schéma Exact. tactique, en plus de, tu sais, le fameux espèce 3-5-2, des fois qui pouvait être un peu hybride et tout. Bon, bah, tu voyais une patte tactique, tu pouvais être Et il pouvait y avoir court et cette tout audace, machin. en fait, tu vois. Il pouvait y avoir cette audace à un moment donné quand il faut aller marquer, machin. Alors, il y avait peut-être certains moments des mauvaises lectures de match, mais n'empêche que c'est la réalité. L'Inter fait 2 fois finale de Ligue des Champions en 3 ans. Donc, Bien ça sûr. montre aussi que justement, lui a été capable, avec un effectif ok de qualité, mais pas non plus avec que des top players à tous les postes, de pouvoir faire ça. Donc, ça montre qu'il y a des signes d'espoir, en fait, Ouais, de bien sûr, pouvoir le faire. mais encore une fois, comme tu me l'as dit tout à l'heure, quand on parlait aussi de Bologne, etc., le problème, c'est que ce sont des épiphénomènes. Et donc, si je rejoins dans ce que je te disais, c'est que ça, et maintenant Inzaghi n'est plus là. Donc, en fait, c'est ça le problème, en fait, c'est qu'Inzaghi n'est plus là. Spalletti est dans un contexte avec une équipe où il a du mal à mettre en place des choses qui pourraient se rapprocher d'une vision un peu plus moderne du football. Les autres coachs, bon, voilà, t'as Fabregas, c'est tout seul sur son îlot, quoi. Et donc, tu vois, malheureusement, et vraiment, je vais juste mettre Côme de côté, parce que c'est vraiment le seul club qui Ah oui. essaie d'avoir une vision un peu proactive quand elle joue. Et c'est terrible parce que, en fait, cette manière-là de voir le foot en disant beaucoup, bon, alors évidemment, tout de suite, on pourrait parler d'Allegri, etc., mais même pas obligé d'aller dans cet extrême-là, c'est que la manière de vouloir réfléchir à une stratégie offensive et pas seulement, on va dire, un peu simpliste, un peu plus poussée, avec des schémas de jeu différents. Moi, j'adore Cobb notamment parce qu'ils ont une manière sur les 6 mètres, par exemple, de, Ouais. de faire des ressorties de balles, où en fait, ils font exprès de faire redescendre les 2-6 à côté des défenseurs centraux, ce qui crée un trou énorme au milieu de terrain qui permet au numéro 10, qu'on connaît bien, qu'on connaît tous, qui est Nico Paz, d'avoir un bout de barre qui permet de contrôler et de se retourner, de se mettre face au jeu. Enfin, tu vois, C'est un voilà, vrai ok, parti là, pris. il y a quelque chose. Ok, Il là, y a un parti c'est pris. bon. On y C'est est, ça. on y est, Ah, il y a un on y truc. est, tu vois. Voilà, On on tente y est. quelque chose. Mais en fait, mis à part ça, le reste, c'est passif. Et je pense qu'on a un gros problème aussi en Italie avec notamment les coachs comme type Conte, comme Allegri, qui, en fait, sont beaucoup trop dans un mental de je vais faire une stratégie pour que mon équipe soit solide, Ouais. cohérente, ok. Et derrière,
j'espère que la qualité individuelle de mes joueurs fera la différence dans les zones importantes du terrain, donc dans les zones décisives. Donc, en gros, j'ai un bloc équipe cohérent et j'ai 2-3, voire, je vais dire 4, non, 2-3 éléments offensifs un peu imprévisibles qui vont me permettre de gagner les matchs. Mais quand tu regardes le match, donc c'était Roma-Napoli, pas celui qui vient d'être joué, celui encore avant, où on avait dit wow, masterclass du Napoli à l'Olympico, etc. Effectivement, l'équipe est extrêmement bien guidée, sa coulisse, elle est très 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 peu mise à défaut défensivement, elle concède très très peu d'occasions, elle est hyper clinique, hyper réaliste sur les occasions qu'elle met en place, qui sont généralement liées à des très bonnes individualités, des beaux ballons en profondeur ou une belle ressortie de balle liée à Lobotka qui est malheureusement des derniers ovnis avec Modric au milieu de terrain qui sont capables des téléquartistes à reculer, tu vois. Et puis McTominay qui encore une fois te sort des dingueries. Donc ok, masterclass dans le bloc équipe cohérent et tout, mais en fait quand tu regardes la manière dont le Napoli a voulu être proactif offensivement, c'est quand même un petit peu limité, tu vois. Donc c'est intéressant. Je dis pas qu'il faut pas jouer au football de cette manière. Mais si tu es dans la merde autant que tu es dans la merde aujourd'hui et qu'il te reste que plus qu'à penser tactiquement pour essayer de sortir la tête de l'eau, il va falloir aller plus loin. Ah non, mais clairement. Et là, dans ce que tu me décris, je vais te dire, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je pense à ça. Ça me fait penser à Deschamps, cette vision-là. C'est-à-dire qu'en fait, Deschamps a globalement la même vision du football, sauf que lui, à la différence, il a un effectif qui est largement plus qualitatif et qui lui permet, justement, avec cette vision un peu simpliste, de gagner les matchs avec j'attends que mes individualités devant me fassent le taf. Mais si tu regardes bien dans l'implication défensive, l'engagement défensif et l'intensité et tout ça, c'est globalement la marque de fabrique de Deschamps. Par contre, pour tout ce qui est jeu offensif, bon les gars, On fait démerdez-vous. confiance. Voilà. Voilà, c'est exactement ça. Mais ça, à la limite, si tu as des joueurs, je vais pas dire d'exception, mais si tu as des top players véritablement dans tes joueurs devant, OK, c'est un peu donner de la confiture, donner de la confiture au cochon, mais de l'autre, bon, les gars, ils arriveront à te faire la diff. Mais quand là, on parle, par exemple, quand on prend cette truc-là, on va sortir du Napoli, prenons la Juve d'hier. Qu'est-ce que tu veux arriver à faire comme différence quand tu es avec Cop Miners, quand tu es avec Jonathan David, quand tu es avec Gatti derrière, quand tu es avec Di Gregorio au but? C'est pas possible, tu vois. Tu peux pas te reposer là justement sur les individualités qui te font gagner le match. Donc cette vision simpliste et qui, ok, peut être même mise comme juste base dans le football de très haut niveau, ouais, ça ne suffit pas encore une fois. On arrive toujours à cette même truc-là. On est insuffisant. Je dis on, c'est les clubs italiens. On est insuffisant sur ce point-là. Et si on corrige pas ça, honnêtement, je vois pas comment ça peut s'améliorer dans les prochaines saisons. Vraiment. Non, non, et le problème en plus, c'est que les grands penseurs, entre guillemets, du foot italien, qui vont parfois être des entraîneurs, mais qui vont parfois et souvent être des chroniqueurs, des consultants, des personnes qui sont à la Ligue, à la Fédé, etc., sont souvent têtus, un peu bornés. J'ai même utilisé le mot réac, mais Ah oui, tu peux. voilà. Et c'est ça le problème. Après, le débat, il est intéressant parce que tu vas avoir des chroniqueurs qui, à la limite, des consultants qui vont avoir quand même un niveau d'expertise un peu plus élevé, qui vont te dire oui, mais et qui souvent critiquent Guardiola comme ça en disant oui, mais de surquadriller, de surintellectualiser des schémas offensifs, il y a des stratégies et tout. En fait, en faisant ça, tu vas brider tes meilleures individualités qui sauront mieux faire que toi en tant que coach pour déstabiliser une défense. Alors, ça, c'est une vision qui est intéressante. C'est pas la mienne, typiquement, c'est pas la mienne. Ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Moi, c'est pas la mienne parce que je répondrai toujours à ces gens-là en leur disant très bien. Effectivement, la grosse bêtise, ce serait de brider un joueur offensif qui serait créatif et talentueux. Sauf que pour moi, créer une stratégie offensive cohérente, pertinente, ambitieuse, c'est le mettre, lui, dans les meilleures conditions pour qu'il fasse un ou deux ou trois derniers gestes décisifs. Tu vois ou pas? Donc, moi, je te dirais toujours oui, bien sûr. Jamais, et tu vois, je vais même parler de ce que moi j'essaie de mettre en place au Red Star.
Petit teasing peut-être pour le prochain épisode d'ailleurs. Mais, D'accord. mais en gros, ce que j'essaye de mettre en place, c'est qu'à chaque fois que j'ai des joueuses, alors c'est souvent des ailières ou peut-être même des 10, mais je vais jamais leur dire, tu te retrouves là, obligatoirement tu fais ça. Tu te Mhm. retrouves dans ce moment du terrain, obligatoirement tu mets la 9 en profondeur. Ouais. Oh, je dis non, jamais de la vie. On peut travailler des schémas, c'est-à-dire pour bosser un petit peu les automatismes. Oui, Ouais. effectivement, on va parfois faire des schémas de jeu un petit peu cadrés, un petit peu régulés. Mais ce que je dis à chaque fois, c'est on essaie de sentir le jeu. Si tu sens que là, faut tenter une roulette, mais fais-le en fait. Peu importe. Exactement. Et tu vois, peu importe le niveau d'élaboration du projet de jeu qui peut être, moi, je fais partie de ces coachs qui est souvent un projet de jeu ambitieux, voire trop ambitieux, où je fais réfléchir mes joueuses, etc. On va se casser un peu la tête sur des mouvements offensifs, etc. Mais à partir du moment où toi, tu sens que là, tu dois tenter un truc parce que tu sens que la défense, elle est un peu déstabilisée, que tu l'as Le déjà jeu, dépassé deux, trois le jeu fois. appelle ça. Que le jeu Voilà. appelle, que le jeu appelle ça. Et même, je vais te dire un truc. Même si le jeu appelle pas forcément ça, mais que tu le sens, Mhm. j'irai jamais contre un feeling. Alors effectivement, si au bout de 2-3 feelings négatifs dans le match, bon, certainement, je te dirais, Dédoser. vas-y, bon, joue simple. Là, on repart, fais autre chose, joue simple. T'as pas ce truc-là ce soir, tu le sens moins, ça arrive. En plus, les joueurs offensifs, il faut souvent les excuser. C'est très, très difficile de Ah oui, déstabiliser bah, c'est un plus système difficile. défensif. C'est super C'est dur. trop. Parce que sur 4 dribbles que tu vas tenter, 4 passes ambitieuses qui cassent les lignes vers l'avant, la plupart du temps, il y en a quoi 30%, 20% qui vont passer. Donc, c'est dur pour le mental parce que tu vas généralement plus rater que réussir Réussir. dans cette zone-là. Donc, en fait, tente des choses. Par contre, moi, ce que je vais essayer de t'apporter en tant qu'entraîneur, c'est que toute l'équipe, en partant de la relance du gardien jusqu'à la défense au milieu de terrain, on t'amène et que le bloc équipe et la stratégie globale offensive de l'équipe t'amène vers une zone préférentielle où tu pourras jouer un contre un dans le meilleur des cas, ou en tout cas une situation où tu vas être en ce qu'on appelle ça, c'est pas forcément un avantage numérique, mais un avantage positionnel. Alors, Ouais. peut-être qu'il y a 2 défenseurs devant toi ou 3, mais il y a tellement de place, où t'as tellement le temps, que tu vas pouvoir faire quelque chose. Tu vois. Donc, si toute mon équipe, elle bosse, elle travaille des automatismes, elle sait faire des choses pour justement mettre ces joueurs-là dans Dans ces dans des bonnes possibilités, ben c'est bon, tu as tout gagné en fait. Et en faisant ça, j'ai pas l'impression en tant que coach de brider mes joueurs offensifs. Non, non, non. Bah Tu non. vois. Là, j'ai envie de te dire que viens faire un tour en Serie A. Franchement, tu nous régaleras un petit peu. Parce que, comme on vient de le dire, entre la vision assez, je vais pas dire rigoriste, on n'en est pas là, mais pas loin, en tout cas prudente et peu proactive, ça ferait du bien. Et pour en revenir à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que il y a c'est un peu le début de notre débat, c'est-à-dire qu'en fait, sans idée, en fait, la Serie A, je pense qu'elle s'en sortira pas. En fait, s'il y a pas d'idée, Mais non, mais c'est s'il ta y a marque pas de fabrique. Tu te rends c'est compte? c'est là où je suis c'est là où moi, j'avoue, je suis catastrophé, c'est que on a toujours été, la Serie A a toujours été un peu un laboratoire pour tout un tas de coachs, pour innover, pour montrer, enfin, c'est quand même le championnat où on a vu Arrigo Sacchi quand même, qui est un des maîtres du football, pas juste du calcio, du football. Donc, je sais pas, tu vois, j'ai du mal à voir l'état de ces coachs-là, alors que on l'a dit à plusieurs reprises, il y a des épiphénomènes, il y a des motifs d'espoir, mais c'est tellement, on va dire, limite anachronique et avec aucune continuité, qu'en fait, on en arrive à se poser ces questions-là. C'est-à-dire à vraiment, en fait, la Serie A, elle a un problème avec la Champions League. Moi, sans faire l'ancien, j'ai été élevé avec la Serie A qui quasiment tous les ans en finale de Ligue des Champions. Là, on en est à se dire qu'on va en avoir un en huitième de finale. Mais Parce que, vraiment. parce que tu dominais l'Europe à l'époque, parce que tu dominais l'Europe en termes d'attractivité, de rayonnement, de qualité des effectifs, de l'état de santé, de modernité des points. Enfin, tu vois, tous les points qu'on a dit. En fait, Alors, quasiment, tu étais au-dessus. Et même, tu vois, et c'est ça qui est le pire, c'est qu'on disait les idées, c'est la marque de fabrique, que ce soit les idées tactiques, offensives, des entraîneurs, etc. C'est un peu la marque de fabrique culturelle du football italien. Mais même ça, en fait,
depuis au moins 15 ans, tu t'es fait ringardiser par l'Espagne. C'est même plus toi le point névralgique de la pensée tactique footballistique en Europe, voire même dans le monde. En fait, c'est les Espagnols. Parce que eux ont su se réinventer. Et pourtant, c'est dur pour eux. Parce que eux, ils ont un gros problème aussi. On peut reprendre nos points d'attractivité, de rayonnement et d'état de santé global. Mais parce que eux, ils ont fait presque, c'est peut-être même incroyable de réussir à dire ça, mais ils ont peut-être même fait encore pire que nous dans la gestion financière. Ah, Mais pour ça, eux, ouais, ça a été quand même voilà, costaud. Hein. voilà. Donc l'état de santé global de la Liga n'est pas bon, mais comment ils réussissent encore à être performants et parfois même dans des coupes d'Europe un peu plus en dessous, parce qu'en fait ils sortent des bons joueurs qui sont bien formés en fait. Ça ils continuent en fait, ça change pas. Ils gardent ce cap là-dessus, tu vois. Donc même eux qui sont dans des galères incroyables en ce moment, ils continuent de faire ça et il faut le dire, l'Espagne, et c'est chiant parce que comme beaucoup, j'ai là la finale de l'Euro 2012, etc. Mais hey, faut être lucide. L'Espagne n'a rien gardisé l'Italie dans les idées tactiques du football et dans la manière d'être ambitieux et de mettre en avant un football pensé, réfléchi, euh, Ah, intellectualisant. Parce que ah ouais, les meilleurs coachs du monde sur ces dernières décennies, c'est qui? On parle de Guardiola, bien sûr, on parle de Luis Enrique, on parle de. Hey, ils sont où les Italiens? et hormis un Gasperini et un Inzaghi qu'on a dit tout à l'heure, mais dans une moindre mesure quand même, tu vois, on n'est quand même pas sur les Non, mais mêmes, on n'est pas sur les mêmes bien scellés. sûr, bien On n'est sûr, pas mais sur les mêmes scellés. Les Espagnols nous mettent trois têtes, quoi, tu vois. Donc, Et, euh, et on pourrait compter Carlo, mais Carlo, c'est pareil, c'est l'ancienne, c'est l'ancienne école, Carlo. Donc, ok, peut-être que pareil, il peut faire encore un peu illusion là-dedans parce qu'il y a quand même des Ligues des Champions et tout ça. Mais dans tout ce qu'on vient de dire, dans, on va dire même le programme, l'ambition tactique et tout ça, voilà, respect total à Carlo, mais il représente plus le passé plutôt que l'avenir, en fait, tu vois. j'adore Carlo, moi, et je l'aime beaucoup, bien évidemment. On va pas se mentir, c'est pareil. Ça fait au moins, je suis en train de réfléchir un peu, mais ça fait même peut-être plus de 10 ans. On parle de lui beaucoup plus pour sa manière de gérer des groupes C'est ça, avec une individualité forte que pour ce qu'il met en place réellement sur le terrain. c'est ça. Donc ok, Là, peut-être que sur les dernières années, Ancelotti est le meilleur meneur d'hommes, même si enfin bref, le meilleur ouais, ouais, on va dire, ouais, ouais. gestionnaire C'est de peut-être, groupe de ouais. grands clubs. Ça oui, on va s'entendre. Après tactiquement, bah, on va pas se mentir, on est pile poil dans ce qu'on disait tout à l'heure, et notamment quand tu regardes ce qu'il faisait au Real, et ça marchait bien parce qu'il avait des Et individualités hors normes, et on en ben ça revient marchait bien. là. Lui, il faisait en sorte que l'équipe soit cohérente, et Et les c'est l'été. individualités faisaient les Et c'est différences. l'été. Sauf que là, comme on le dit depuis tout à l'heure, vu qu'il y a moins de il y a moins de compétitivité, moins d'argent et on va dire moins de bons joueurs, bah évidemment, Carlo, tu le mets dans la Serie A 2025-2026, je te le dis, il va pas faire de miracle plus que ça. Hein. Il va pas amener un club italien en finale, voire gagner la Ligue des Champions. Parce qu'après, il va être amené, et ça après c'est lui, mais comme pour tout un tas de coachs, c'est pas sa qualité première. Mais là, justement, dans tout ce qu'on vient de dire, avec un contexte plutôt morose et plutôt, on va dire, des gars avec des idées fortes qui travaillent, bah ouais, ça se bouscule pas au portillon. Alors, t'as un Paladino, t'as un Italiano qui peuvent peut-être, mais c'est des points d'interrogation. Pour moi, il y a pas de réelle garantie. Et Cesc Fabregas, je l'aime beaucoup, mais on a bien compris. Il va rester combien de temps en Serie A? Et dès qu'à un moment donné, il y a un club de première ligue qui va arriver et qui va lui dire, écoute, on voudrait bien te prendre, tu le sais comme moi, Oui. il y aura même pas de débat. Il va partir. Donc, franchement, on a donné deux, trois pistes, mais on est quand même vachement inquiet quand même. Hein, si on est Non, on est très, très inquiet. Et je finirais même là-dessus, avec, bon, c'est, en plus, c'est un peu d'actualité, et que même les entraîneurs italiens qui essayent de faire différemment et qui montent un peu au créneau, parfois dans leur déclat ou juste dans leur manière d'entraîner, essayent de faire différemment. Là, je vais clairement parler très précisément de Zerbi et de Farioli, notamment. Mhm. En fait, ces coachs-là, liés aussi, je pense, à des mauvais choix de carrière, mais ça, comme plein d'entraîneurs peuvent parfois
peut-être avoir de mauvaises inspi sur là où ils vont. Mais en fait, ces gens-là, l'Italie du football, certains d'Italie du football se réjouissent de leur Ouais. mésaventure Mhm. en disant, bah, vous voyez, les jeunes là qui essayent de faire différemment, qui ont des idées un peu farfelues, etc. Regardez, en fait, ils valent que dalle, quoi. Et ils sont mauvais. Alors qu'en fait, alors Farioli c'est un peu différent, mais bon, vas-y, pareil, regarde son effectif, quel moment avec l'équipe qu'il avait en Ligue 1, tu pouvais réellement faire du Farioli Ball, quoi, comme justement certaines personnes appelaient ça. Les arbitres, pareil. Évidemment, ces deux coachs, je dis pas qu'ils avaient raison sur tout, hein, évidemment qu'ils ont leur Non, part de responsabilité, hein, bien sûr. Hein. non, mais Mais, je vois où tu veux en venir. mais c'est C'est-à-dire qu'en pas fait, leur manière de jouer, leur conception du football qui est le résultat premier de leurs échecs. Tu vois, contrairement à ce que certains essaieraient de nous faire croire en Italie. En disant, mais non, non, vous inquiétez pas, regardez, c'est Allegri qui va se qualifier en Ligue des Champions, et c'est pas des arbitres. Ouais, bah, d'accord, très bien. Si tu as cette vision j'avais. aussi fermée de football et sans aller dans les détails, très bien. Mais c'est pas la mienne en tout cas. C'est pas la mienne et moi non plus. Après, c'est toujours le problème, c'est qu'en Italie et encore peut-être plus que dans d'autres pays, tu as une secte, pour moi je les appelle, c'est une secte de résultatistes en fait, qui sont obnubilés par une seule chose, le résultat, la manière, le spectacle, le jeu, les prises de risque et tout ça, on en a rien à foutre. Ce qui nous intéresse juste, c'est le score final et c'est la feuille de match avec le Tout à fait. score. Mais Donc après, bizarrement, ce groupuscule-là de résultatistes, même si certains diront oui, mais il y en a partout en Europe, des gens comme ça, dans tous les grands championnats, dans tous les pays. Oui, mais bizarrement, là où ils sont le plus vigoureux, là où on les entend le plus, c'est où? Ah, voilà. c'est en Italie. Et on fait quel débat? La Serie A a-t-elle un problème avec la Champions League? Bon, bah, je pense qu'en fait, on C'est a que répondu. hein. Ouais, on va s'arrêter là. Hein. Voilà. Ouais, Franchement, mon copain, je pense qu'on a fait le tour. Sérieusement, sauf si tu as quelque chose de plus à ajouter, on mais a je tout pense dit. Hein. on les a, c'est pas rhabillés parce qu'encore une fois, toi comme moi, on a une vraie tendresse pour ce championnat. C'est un championnat qu'on regarde depuis qu'on est gosse et qu'on a toujours aimé. Mais on va dire semaine après semaine, mois après mois, et même limite maintenant année après année, notre passion, elle est en train un petit peu de s'étioler. Et quand on regarde un tout petit peu en se disant, bon, ok, est-ce que c'est peut-être un mauvais concours de circonstances? Allez, est-ce qu'il y a des motifs d'espoir? Eh ben, on vient de le faire, le débat. Les motifs d'espoir, ils sont pas non plus énormes. Donc, bon, on va essayer de se dire que peut-être l'Inter va relever au moins le niveau contre Bodo Glimt et peut-être sortir, tirer au sort le Sporting pour peut-être avoir un club potentiellement en quart de finale. La phrase Mais est terrifiante. Ta phrase, elle est censée être mal dans polie, la ta disant, phrase, j'avais elle mal dans la est disant. terrifiante. Elle est terrifiante. Eh oui, mais on est obligé. Je suis obligé, mon copain. Moi aussi, Oh, ça me terrifie, mais sauf qu'après, à un moment donné, il faut bien regarder la réalité en face. On n'est même pas sûr d'avoir un club en huitième de finale. Maintenant, dernier point, si la Juve, même si toi comme moi, c'est pas un club qu'on porte dans notre cœur, si la Juve a envie de faire une remontada contre Galatasaray, c'est bien. Hein. allez-y. Allez-y, les copains. On n'empêche personne. Hein. Ah, vraiment, on n'empêche personne. Maintenant, voilà, je pense que vous avez compris, on n'y croit pas énorme. Voilà, on n'est pas, on n'est pas énorme. Il y a Johan qui nous dit, il faudrait en gros, il faudrait Pipo. Oui, mais parce que toi, il faudrait Pipo et en gros, ça relèverait le niveau des entraîneurs de Serie A. Oui, alors, on aime beaucoup Pipo, joueur énorme, mais par contre, en tant qu'entraîneur, je suis pas sûr que ça soit lui qui irait. Non, mais c'est intéressant, hein, lui, ce qu'il essaye de tenter. Il se réinvente. Lui, au moins, peut-être, on verra, hein, peut-être je me trompe, hein, mais lui, au moins, il fait peut-être partie de ces entraîneurs qui se sont dit, je vais peut-être me remettre en question parce nous que réinventer. c'est pas terrible ce Ouais. que je fais, tu vois. Parce que là, on se souvient très bien de comment il a commencé, bon, voilà, hein. Mais il a changé. Il a changé, il tente des choses, c'est intéressant, honnêtement. Donc, pareil, bénéfice du doute. Et comme on le disait, même si c'est pas lui qui va arriver et sauver la Serie A, c'est des petites choses qui font que peut-être, voilà. Donc, pourquoi pas, même si c'est bon. Voilà, si on en est à Putain, ouais. à espérer que le renouveau revienne de Pipo, qui est en train d'essayer de faire monter Palermo. Bon, c'est que franchement, on est quand même en galère. Voilà, on va s'arrêter là-dessus, beau copain. Je pense Oui. qu'on on a été assez clair.
Bon, bah, merci à tous. Merci d'avoir participé à regarder ce live. N'hésitez pas, il va être en rediffusion dans les prochains jours. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et puis, bah, merci, hein, mon copain. Merci d'avoir participé à ce petit live. J'espère que dans les prochaines semaines, on va peut-être avoir des sujets un peu plus réjouissants sur la Ouais. Serie A. Mais on peut aussi dire que dans quelques temps, il va y avoir un petit focus sur le Red Star. Tu as commencé un petit peu à en parler. Voilà, c'est un petit teasing, mais il y aura un petit quelque chose. On parle pas souvent de Ligue 2, mais là, le Red Star, si vous avez bien suivi le live, vous avez entendu quand même, Nico, il fait partie du Red Star, donc bon, il On va espère aller bien. représenter un petit peu. Il va représenter un petit peu. Donc merci à toi. Et puis bah nous, on se retrouve très vite. Et puis vous gardez en tête, comme d'habitude, qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao, tout le monde. Ciao.